Cheikh, dans le cadre des travaux de révision, vous avez écrit beaucoup de livres. Commencez peut-être par Muraja'at fi Fiqh al-Zakat. En quoi consiste ce livre? En fait, je peux parler de deux livres de jurisprudence financière. Muraja'at fi Fiqh al-Zakat et Muraja'at fi Fiqh al-Khums. C'était un projet. À l'origine, c'était un concours organisé par le ministère des Finances iranien et en collaboration avec l'université Al-Mufid. Alors, j'ai participé avec un article qui parle du rôle des organisations non gouvernementales dans le développement économique. Et là, j'ai inclus la dynamique de l'imposition légale. En l'occurrence, les deux grands volets de l'imposition légale, la zakat et le cinquième du net, Khums. Bien sûr, là, il fallait faire un travail de rénovation, carrément. Parce que tel qu'il est conçu, aussi bien chez les musulmans sunnites que chez mes hôtes là-bas, les universitaires iraniens ou même les religieux, c'est tout à fait, c'est quelque chose qui est tout à fait dépassé, parce que c'est devenu un revenu. Là, je parle des institutions chiites. Ces deux sources-là sont devenues des revenus de l'institution chiite. Et l'institution chiite est forte de ça. Donc, est-ce vraiment légal? D'où ça vient? Personne n'a osé mettre en cause ce système-là qu'ils ont hérité depuis l'exil de Cheikh Mohammed bin Hassan al-Toussi à Najaf, à la fin de sa vie, donc au milieu du 5e siècle de l'Hijra. Donc j'ai osé faire ça. Et j'étais lauréat, j'ai reçu un prix, j'ai reçu aussi un tableau d'honneur. Pourquoi? Parce que du coup, les organisateurs, aussi bien à l'université de Montpellier que au ministère des Finances, c'était là en 2008, les organisateurs étaient des réformateurs. Et ils en avaient tous assez du système qui prive la société de la principale source d'accélération économique, qui est l'imposition légale. Parce qu'elle est accaparée par une institution qui savent bien, eux, qu'elle est pourrie. Et que là, les mollahs, et donc ils se permettent de faire de la montagne, de faire des dépenses superflues, de s'acheter des voitures, des maisons pour eux, pour leurs enfants, tout ça, à partir de cet argent-là. C'était pour tous les Iraniens intellectuels inacceptable. Mais ils ne peuvent rien faire. Alors moi qui étais étranger et qui n'avais aucune obédience à leur système, ni à leur institution, je pouvais faire ça. Et ils m'ont laissé faire. Je pense bien qu'ils savaient. D'ailleurs, quand ils m'ont sollicité, je n'étais pas au courant du concours. Quelqu'un m'a téléphoné, il m'a dit, voilà, as-tu quelque chose de prêt, tout ça? Je lui ai dit, voilà, j'étais sur le point de faire un travail à long terme, mais j'ai accéléré le pas, j'ai présenté un article, c'était bien reçu. Et voilà, c'était le point de départ, par la suite, de développer ça. Parce qu'il a été empêché d'édition, on m'a dit, voilà, on vous donne le prix, on vous donne le tableau d'honneur, mais on ne peut pas le publier dans la revue de l'université. C'est interdit. Pourquoi? Voilà, vous comprenez. Parce que là, dans chaque institution, la moindre institution, ne serait-ce qu'une petite école, il y a toujours un veto des mollahs. Quand ça touche des lignes rouges, certaines lignes rouges, il y a un veto. On a tous peur de ça. Donc, moi j'étais libre, avec les considérations aussi bien doctrinales et que du point de vue mon statut politique. Bon, j'étais là, j'avais pas le statut de réfugié, mais j'étais considéré comme tel de toute façon.
Et voilà, j'ai pu faire ce travail, j'ai commencé à faire une série. Bien sûr, j'avais d'autres choses à faire et j'ai pas trouvé le temps de terminer. J'ai fait juste deux grands livres, un livre de moyenne taille, un livre de grande taille qui se rapporte sur ce sujet-là. Moi, j'ai fait révision de la jurisprudence de la zakat et révision de la jurisprudence du cinquième. Donc, ce sont les deux œuvres qui s'inscrivent dans cette perspective. Par la suite, puisque j'étais obligé de démontrer, d'argumenter, le travail de rénovation, ce n'est pas quelque chose de banal. Quand on démontre que leur système est basé sur des aberrations, sur des choses inacceptables, qui n'ont même pas de légitimité, même pas pour eux-mêmes. C'est-à-dire, je me sers de leur argumentation pour détruire les résultats qu'ils défendent. Et j'ai réussi à faire ça. Donc, c'est un système qui n'a aucune cohérence interne. C'était facile de détruire. Alors, pour cela, il y avait l'étape de la critique interne, je l'ai faite dans ces deux livres, mais il nécessite quand même un travail complémentaire de critique externe, c'est-à-dire se placer là où je me place réellement, c'est-à-dire sortir de leur schéma. Je ne parle plus en tant que quelqu'un qui parle avec leurs arguments pour détruire les résultats qu'ils présentent. Non, mais je me suis placé à l'extérieur. Et là, j'ai commencé à faire un travail de fond, cette fois un travail de rénovation. Ce n'est plus une révision interne, non, c'est une rénovation. Et ça met en cause les fondements même de l'école imamite telle qu'elle est maintenant. Je ne parle pas de l'école imamite à sa naissance, qui était strictement médinoise. Au début, moi, je suis sûr que la jurisprudence de Ja'far al-Sadiq, duquel il se réclame, n'est pas du tout différente de la jurisprudence de l'imam Malik. Je suis sûr de ça. Ils sont tous dans la même école. Mais par la suite, ça a évolué à l'extérieur de la Médine et c'est devenu ce qu'il est maintenant. Alors là, j'ai commencé un travail de critique externe et là, j'ai fait deux livres de usul al-fiqh, de fondement de jurisprudence. Le premier, il détruit la méthodologie cloisonnée de la déduction des jurisprudences. Qu'est-ce que ça veut dire méthodologie cloisonnée? C'est-à-dire ce qui existe même chez les écoles traditionnelles sunnites, c'est pas seulement chez les imamites. Ce mal-là, il existe chez les traditionalistes. C'est-à-dire avoir tendance à regarder chaque argument tout seul. C'est-à-dire regarder par exemple un texte coranique qui traite à la fois de la morale et de la jurisprudence et de la politique et d'autres choses, regardez chaque fois ce verset, par exemple, d'un angle différent. C'est-à-dire, on retrouve par exemple ce verset répété plusieurs fois, ou le hadith en question répété plusieurs fois dans plusieurs chapitres. Et chaque fois, on déduit une chose séparée. Alors, la question que je me suis posée, ici on rassemble tout ça dans une vue globale, de telle sorte qu'on fait ressortir l'interdépendance entre ces différents champs-là. Parce que l'objectif du législateur est unique. C'est l'éducation de ce musulman. Donc, pourquoi regarder d'une façon comme ça, cloisonnée? La thèse que j'ai présentée, c'est la théorie qui nie ce cloisonnement, et c'est la théorie de l'interdépendance des champs. La théorie de l'interdépendance des champs. Et là, je suis le premier à la faire, alhamdoulilah. Bien sûr, ça a été très mal reçu par les conservateurs qui voient du coup toute leur construction qu'ils ont bien héritée et jalousement gardée pendant un millénaire, elle est du coup chambardée. Le deuxième livre, c'est, là il est plus clair, là, c'est là où on s'attaque aux principes sacro-saints qui ont fait que
pas seulement les imamites, toutes les écoles de jurisprudence, deviennent des communautés séparées. Le communautarisme, il provient en fait d'un mal attribué aux citations unitaires un caractère argumentaire absolu. Vous parlez de Hujjat Akhbar al-Ahad. Muraja'at fi Hujjat al-Akhbar. Voilà. Ici, je parle du deuxième livre, Muraja'at fi Hujjat al-Akhbar wa al-Istishab. Les deux à la fois, bon, ce sont deux opuscules. Je les ai rassemblés dans un même livre pour l'édition de 2010. Là. Donc là, j'ai détruit ce mythe. Le premier mythe qui a fait que la communauté musulmane soit divisée comme ça. À tel point que dans l'époque de la décadence, un malikite n'a pas le droit de déposer une ibadite, et le contraire, par exemple, chez nous c'était le cas, les ibadites, certains puritains ne marient pas leur fille du tout à des malikites. Je dis bien les puritains. Ça a évolué de toute façon. C'était si agressif que ça, la relation entre les communautés. Pourquoi nous en sommes là? C'est à cause de ce mythe-là, le mythe destructeur. C'est un mythe destructeur, qui est du coup le mythe fondateur des communautés différentes. Voilà. Et par la suite, c'est là l'aberration la plus grande de certaines écoles, pas seulement l'école imamite. Là aussi, il y a certains chafiites, et bien sûr, leur appréhension, leur approche de l'istishab est différente. Hein. On ne refuse pas absolument l'istishab. L'istishab, lui, il est démontré dans les cas de la pureté, par exemple. Hein. Si on doute si on a plus ces ablutions ou pas, nous avons un texte qui nous permet de faire l'istishab. Mais tout le mal, c'est de généraliser ce texte un peu spécial, qui concerne seulement le champ spécial de la pureté, le généraliser pour toute chose, c'est-à-dire selon cet istishab-là, ce fameux istishab généralisé, si vous vous absentez 20 ans dans une ville, et vous connaissiez depuis 20 ans quelqu'un qui vendait je ne sais pas quoi dans un coin quelconque, yeux fermés, vous descendez, vous allez toujours dans ce coin, vous allez le retrouver. C'est ça l'istishab. C'est tout à fait aberrant. C'est quelque chose qui n'a aucun soubassement légal. On peut se permettre ça à titre de lever l'indétermination, parfois. C'est-à-dire chercher quelque chose qu'on connaît mieux que rien du tout. Si on descend dans une ville après une absence de 20 ans, oui, on va à la recherche de ce qu'on connaissait avant 20 ans. Mais il ne faut pas avoir dans l'esprit qu'on va trouver ça. C'est ça. Le mal, c'est qu'on se met dans l'esprit que, oui, il est toujours là, et on se fixe un rendez-vous avec quelqu'un, on lui dit, voilà, dans la boutique telle, qu'on avait visité depuis 20 ans, par exemple. Ça, c'est ridicule. Donc, vous voyez vers où ça peut mener cette généralisation. Bien sûr, l'istishab, c'est un pilier très discuté. Est-ce que ça appartient à l'imam Malik ou pas? Là, je donne une référence. Il y a un chercheur algérien qui a fait un bon travail, un travail de synthèse sur les usul de l'imam Malik. Lui, il a été équitable. Il a dit, vraiment là, il y a une polémique. On ne peut pas attribuer forcément le l'istishab à l'imam Malik. Pourquoi? Bon, bien sûr, moi j'ai continué ce travail, j'ai trouvé pourquoi. Le pourquoi, c'est que réellement, l'imam Malik dans sa tête, lui, il croyait qu'il a un caractère argumentaire limité. C'est la généralisation qui est mise en question. Tout ça, j'en ai parlé dans ce livre-là, qui peut bien sûr choquer les imamites et certains chafiites, mais pour les malikites, il ne peut que les réconforter, parce qu'il démontre donc d'une façon indéniable le bien fondé de l'école médinoise et le fait qu'elle est la plus authentique et la plus fidèle aux origines médinoises du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on peut imaginer qu'après ces 4 livres, c'est la rupture avec mes anciens, entre guillemets, protecteurs en Iran. Et ça tombe bien parce que cette rupture s'est opérée en fait en 2011, là où j'avais pas besoin de rester là-bas et j'avais pas besoin d'aller chercher un autre pays d'asile. Ça aurait été un peu difficile avec ma famille et tout ça.
je devais partir de toute façon à cause des travaux que j'ai fait. Je suis devenu carrément insupportable. Donc, je l'ai démenti tous les jours. Et donc, j'ai fait la révolution et je peux revenir chez moi, pas plus. Et alhamdoulilah, donc ça s'est bien terminé. Et donc, j'ai, comment on dit, parachevé l'argumentation contre ces gens-là, aussi bien mes amis et les réformateurs qui n'ont pas pu bouger, malheureusement, qui n'ont pas osé, ou alors ils le font à leur manière. Hein. Il faut comprendre que les Iraniens, quand ils avancent à pas de fourmis, mais à pas sûr. C'est-à-dire, moi je sais que au bout de 2 générations, il n'y aura plus cet imamisme-là, du tout. Mais ça nécessite 2 générations encore. Donc c'est le phénomène de substitution là. On attend jusqu'à le vieux meure et que le plus jeune prenne leur place et voilà. Donc ils n'ont pas pour le changement radical et efficace. Et donc ce que j'ai fait ne pourrait qu'être mis dans le placard pour eux.